Vous avez le cardinal de Mazarin qui disait que gouverner, c'est un sacerdoce et non pas une volupté. Et l'éthique de politique, l'éthique, la déontologie du fonctionnaire. Il faut savoir qu'à l'époque de Milongo, les gens étaient soucieux du bien-être des populations. Vous avez un pouvoir des prédateurs. Et d'ailleurs, c'est Kolela Bakana, paix à son âme, Kolela Père qui disait, c'est une république de chèvres. Et donc, ils se sont mis autour des finances de la République et ils sont en train de boucouter. Il a fait entrer dans le langage politique au Congo. Moi, je me souviens, Le hein, boucoutage, oui, oui, bien le sûr. boucoutage. Et les Kunzu, Iti Ose Tumba, lorsqu'on lui dit, mais vous allez quitter le pouvoir, Milongo va arriver, qu'est-ce que vous pensez? Il dit, mais Milongo va souffrir. Parce que les Congolais se trompent. Ils nous chassent parce qu'ils pensent que le Congo a l'argent. Mais nous, on n'a pas fait que boire le lait. On a bu le lait et on a vendu et on a mangé la vache. Mais ces vieux-là, dans les quartiers, ils nous racontaient. Le PCT prend le pouvoir en 68. Ils arrivent au trésor, ils ont des lingots d'or. Ils ont des pointes d'ivoire. Le trésor est archi bondé de richesses. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces richesses-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Et ce gouvernement aujourd'hui, qui est totalement essoufflé et qui ne rêve qu'à jouir des richesses du Congo, on ne peut pas continuer à les laisser comme ça. Et maintenant que tout est connu, tout est su, qu'est-ce qui reste? La révolution. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. En fonction depuis 2020, élevé à titre exceptionnel. En plus, il y a à peine 2 mois, le 5 mars 2025, dans l'ordre du mérite congolais, Armel Silver Dongou, alias Zidane, trésorier central, est recherché pour détournement de fonds publics entre 2020 et 2025, précise le mandat d'arrêt international. Question. Comment expliquer un mandat d'arrêt international contre ce dernier après qu'il ait été débarqué de ses fonctions et quitté le territoire alors que durant 5 ans, des soupçons de détournement de fonds publics pesaient déjà sur lui? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Et malgré cela, il a même été élevé dans l'ordre du mérite congolais. Voilà un cas qui, à lui seul, pourrait expliquer la vraie nature et le fonctionnement du système mafieux et criminel du Parti congolais du travail et de son chef Denis Sassou Nguesso. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. On en parle aujourd'hui avec Didier Mwini-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo. Bonjour Didier Mwini-Volo. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et merci pour cette invitation. Ravi de vous avoir encore sur R7. Il y a quelques 2 semaines à peine, notamment le 17 avril dernier, votre coordonnateur, le colonel Simon-Pierre Moussunda, relevait sur Global Africa Télé Sud, alors qu'il y était interviewé, les stratégies mises en place par le pouvoir de Brazzaville pour détourner tout l'argent ou presque du pétrole congolais. En 20 ans, rappelait-il, plus de 133 000 milliards, je répète, plus de 133 000 milliards de francs CFA ont été détournés sous le prétexte des projets structurants, mais qui n'ont jamais vu le jour ou qui sont restés inachevés. Des éléphants blancs. Je vous propose donc de le suivre et on revient sur le plateau.
Le Congo a une dette aujourd'hui qui est estimée à près de 8 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. Il y a eu une dette qui a été cachée, bien sûr, qui a été cachée au FMI et qui finalement a pu être mise à découvert. Je vais vous dire une chose, je fais une révélation. Nous avons des économistes au sein du CRC qui ont fait une évaluation de ce que le Congo a reçu et des dépenses qui ont été faites de 2002 à 2022, en 20 ans. Quand on fait le point des dépenses qu'ils ont justifiées, des éléphants blancs, les programmes qu'ils ont mis en place, qui en fait n'ont pas donné, qui ont été en fait des moyens pour détourner de l'argent et se servir pour remettre de l'argent à l'étranger, de planquer, acheter des maisons et acheter de la richesse. Donc quand on fait le point de ces 20 ans, tenez-vous bien, il y a 133 000 milliards de francs CFA injustifiés. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué, nous avons construit des barrages, nous avons construit des hôpitaux, encore qu'on peut revenir sur les hôpitaux, parce que tout récemment, il est allé dans la Bouenza, un des départements du Congo, où il a constaté que les 12 hôpitaux qu'il avait programmés, 2014 pour 2017, pour 3 ans, la plupart des hôpitaux sont dans la brousse. Il le dit lui-même, il constate. Mais quand un chef d'État constate que les hôpitaux sont dans la brousse, abandonnés, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il rigole avec ses gars, avec ses ministres, il va s'asseoir, il continue à manger. Alors Didier Mouni-Volo, est-ce que ça peut finalement expliquer la crise financière aiguë et sans égale que traverse le Congo-Brazzaville actuellement, après 42 ans de pouvoir, sans partage, bien entendu, de Denis Sassou Nguesso? Alors, évidemment, ce que pose comme problématique le coordonnateur du CRC, du Congrès pour la Renaissance du Congo, ce ne sont pas des chiffres galvaudés, c'est des chiffres tirés des enquêtes menées à la fois au Congo, mais aussi par les institutions internationales. Je peux juste donner un exemple aux Congolais. Vous savez, des fois, nous, on avait l'habitude de dire dans les rues du Congo, à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou à Ouessou ou à Bétou, où je passais souvent mes vacances, on avait coutume de dire parlons peu, parlons bien. Quand il n'y a qu'à additionner les richesses des gens du pouvoir à l'étranger, lorsque, pour arriver à ce chiffre de 133 000 milliards, mais on peut déjà prendre les maisons de la famille Sassou Nguesso. Christelle Sassou Nguesso doit avoir un hôtel privé à Paris qui coûte 8 millions d'euros. Quand vous faites 8 millions multiplié par 6,56 pour trouver le chiffre en francs français, multiplié par 100 pour trouver le chiffre en francs CFA, on est déjà au-delà des milliards. Et il faut se rappeler qu'il culmine autour de 2 000 milliards de francs CFA de fortune illégale. Et ça, ça a été révélé par les Panama Papers. Mais Monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso, enquête de police judiciaire française, on lui pose la question, en une année, monsieur a dépensé 1 200 000 euros juste pour les chemises, les manchettes et les cravates. 1 million. La réponse, je ne porte la chemise qu'une seule fois, après je mets à la poubelle. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les conclusions des auditions et ça avait fait un bruit à Brazzaville. Donc, il y a une chose que les Congolais doivent retenir. Et ça, le CRC a fait un travail monumental pour que les Congolais comprennent. C'est qu'aujourd'hui, il est établi, c'est que le Congo est un pays riche. Le Congo a l'argent. Donc ça, on ne peut plus mentir aux Congolais. Si les Congolais veulent se révolter, parce que je suivais encore le ministre de l'enseignement professionnel qui parlait de 2 mois de salaire qu'on a payé aux enseignants non fonctionnels. Mais 2 mois de salaire, c'est quoi? Quand vous devez des années de salaire aux gens. 2 mois de salaire règle quel problème si c'est des dettes de loyer et autres, des charges cumulées sur des années. C'est amuser la galerie. Les Congolais doivent comprendre une chose. Lorsque le CRC parle de la révolution du fleuve, c'est un fait. Il n'y a pas d'issue. L'issue, ce n'est pas le vote l'élection présidentielle de 2026. Ce ne sera pas la solution. La seule solution, c'est que le souverain primaire, le peuple congolais, maintenant qu'il a compris que le CRC a fait ce travail de pédagogie, d'analyse et de démonstration
que nous sommes un pays qui produit de l'argent, mais l'argent est mal utilisé parce que chaque ministre a fait de son ministère son gagne-pain, chaque directeur a fait de sa direction son gagne-pain, et vous parliez de ce monsieur qu'on appelle Zidane. Mais regardez le parallèle. Zizou, c'est qui? C'est un footballeur. C'est quelqu'un qui jongle avec la balle, qui vous donne du plaisir en jouant au football. Et ce monsieur joue avec l'argent public. Et certains sont contents de lui flanquer le qualificatif de Zidane, c'est-à-dire il a le ballon d'or de quelqu'un qui pille les finances publiques. moyibe ezaka moto azoyiba alingi bato bamona te azoyiba ntango ozoyiba ozotonga bandako bato bazomona ye soki moyibi te ekomi ko ye asali bakongolais ko donc il faut pas. Mais bandako azotonga wana tongi combien ndako na Brazza combien ndako na Poto bo personne na Brazza bitu uchonga na SN bakoro afutaka 11 millions 11 millions courants 11 millions courants 85 ndako soit côté appartements partout dans le monde 603 appartements. Mais comment Dongo Zida ko leka Okemba Dominique président Denis Sassou Nguesso baralo minga batutu na mandako. Il est bon Dieu. Ah, dans l'équipe même Okemba na ndako. Mais ce sera l'équipe Okemba na ndako, ya bimi na aéroport wana ndenge nini. Nakamwe. Non, tu viens pas dire. Waouh. Waouh. Je tombe même à ta place. Hein. Ah, ça. En cristal. Donc, dans un pays où on donne des qualificatifs comme ça, au Congo, dites-moi si je me trompe, M. Perrin, on a aussi un demi-dieu, c'est ça, hein? Oui, on l'appelle Ambende de son vrai nom, je crois. D'accord. Le demi-dieu. Et les gens sont conscients que ce monsieur n'a aucune entreprise, il n'a aucune fonction officielle. Dans quel pays des gens qui n'ont aucune fonction officielle, mais il arrive dans un bar, et dès lors qu'il arrive dans le bar, on arrête tout, plus personne n'a le droit d'acheter, c'est lui qui achète tout. Mais vous croyez il a même des billets qu'il jette comme ça en l'air, comme le. Appelez ça Atalate demi-dieu. D'accord, j'accepte. Mais c'était pour le pouvoir de Denis. Je vais expliquer c'était quoi. Bolobi Dozo, tu es jaloux. Jaloux de quoi, mon frère? Notamment na Roche Vert Sport, notamment na RAV 4, maman nanga Somanga, notamment na Roche Vert Sport, leader à Pianga, RAV 4, maman nanga Somanga, notamment na Kia, leader à Pianga, notamment na 3 voitures, sans compter un gamro na Somba. Ngala kon vie motonani. Ba bono ça ma couple no ma B, ça fait 4 ans. Je vous regarde. On m'a dit ngala ki monter à ma B. Tibotoki banda ko sama kamoto. Ngala monter à ma B. Monter à ma B kabui. 75 millions par semaine ici en France. J'ai vu mon frère, j'ai dit bon, n'a pas ça bon, on te paye un 2000 € par semaine. 73 000 € par semaine. Yo Djaka. On a déjà 2000 €. Dans ça, il peut m'habiller. L'argent, c'est pas l'argent volé. Hein. Volé, ali, ou yibelo comme muta moun naote, tu vois. Mais yo, ou yina mundo qui, ou yina intimidation, kosi na combat général, na batwa pêche en bongo. Maintenant, moi, je sais tout ça là. Mais moi, si je vais balancer ça, c'est ces 2 minutes. Ma parcelle à Winji. Merci à mon boss. Merci à mon boss. Je prends ma parcelle à Wendy. Merci patron. Mon patron Paski. Merci mon patron. Je ne dis pas le nom, hein. Sinon après c'est le Deski. Je prends ma maison à Wendy. C'est pour ma maison à Wendy. Merci ma patron. Merci mon boss. C'est pour ma maison. Il y en a trop, il y en a. Donc vous imaginez que nous sommes dans un pays, le Congo, où vous avez des fonctionnaires de l'État, mais qui donne maintenant des bourses à la place des services de l'État. Christelle Denis Sassou Nguesso, c'était lui maintenant qui donnait des bourses. La fondation de Christelle Sassou Nguesso qui donnait des bourses. Mais c'est quoi une fondation? Une fondation comme la fondation Bill Gates et autres, c'est-à-dire, moi j'ai une entreprise, il y a une part de mes recettes, je donne à ma fondation pour financer ceux qui sont dans le besoin. Mais ça se fait dans la clarté fiscale la plus totale. Or, Christelle, quand il donne des bourses, il est directeur de la SNPC au même titre comme si le directeur général de santé publique ou le directeur général des travaux publics remplaçait l'État pour donner des bourses. Mais comment il a pu donner des bourses aux jeunes Congolais, des sommes qui sont supérieures à ses revenus mensuels ou annuels?
Et donc, rien que ça nécessite de la part de la justice et de la police judiciaire une enquête pour savoir comment ces gens qui se disent qu'ils ont beaucoup d'argent au Congo, mais quelle est l'origine de leur argent? Alors, aujourd'hui, ça a été établi que ce sont les caisses, les comptes publics. Mais M. Perrin, ça peut venir aussi de la criminalité. Ça peut venir du trafic de drogue. Ça peut venir du trafic illicite d'armes, comme ça peut venir de la prostitution. C'est ce qui fait que dans un pays organisé par la loi, dès lors que une personne, un citoyen ou un étranger qui vit dans ce pays-là montre un niveau de vie trop supérieur à ses revenus déclarés de façon fiscale, eh bien, cette personne fait tout de suite l'objet d'une enquête policière et judiciaire. Évidemment, mais alors, pendant que vous dites ça, tout à l'heure je disais au Congo-Brazzaville, c'est un des pays, des rares pays, il faut le dire comme ça, où les fonctionnaires, donc les fonctions publiques, sont devenus des milliardaires, des multimilliardaires en un laps de temps. On peut citer comme ça ne vient pas de moi, c'est les Panama Papers. On a cité, je crois, 6 dignitaires de ce pouvoir, notamment Denis Christian Sassou Nguesso. Vous avez Rodolphe Adada, Gilbert Ndongo, Lucien Ebata, Jean-Jacques Bouya, Jean-Bruno Istois. Et rien que ces 6-là détiennent à eux seuls plus de 5500 milliards. Je ne dis pas 500 millions. Non. 5500 milliards de francs CFA. Et c'est des fonctionnaires de l'État. Et bien sûr. Donc, ils n'ont pas d'affaires. Ce ne sont pas des businessmen. Voilà des gens qui se retrouvent avec autant d'argent. Ramène l'argent qui est à Singapour. Ramène l'argent qui est à Dubaï. Ramène l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale. Que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Mais la justice ne s'intéresse pas à ces personnes pour savoir quelles sont les sources, évidemment, de ces revenus. Mais c'est ça qui pose problème dans notre pays. Et lorsque Okongakala va arrêter Ebebela ou les autres Loaikola Kisayo, l'État Azali Nzoko, oui, mais l'État Azali Nzoko pour tout le monde. Et rappelez-vous de ce discours de Denis Sassou Nguesso qui disait qu'il n'y aura pas de frétins ou de gros poissons ou je ne sais pas quoi. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poissons. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Normalement, la centrale intelligence et des documentations, et en parlant du cas de ce monsieur Zidane, ça me revient à l'esprit, les Congolais doivent aussi comprendre une chose. Pourquoi on attend que les gens quittent les fonctions, c'est-à-dire qu'on enlève les gens de certaines fonctions? Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Directeur général adjoint du Trésor, Monsieur Hilarion Steve Ibobi Olesongo, inspecteur principal du Trésor. Pour dire après qu'il volait. À quel moment on s'est rendu compte? Une semaine après que ce monsieur et d'autres ont été démis de leurs fonctions, et là, on voit circuler les mandats d'arrêt. Les mandats d'arrêt, les enquêtes doivent commencer quand ils sont en fonction. Et une fois qu'on met en place les mandats d'arrêt et qu'on dise que ces gens-là ont volé, mais M. Perrin, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut donc que le ministère concerné, par exemple le ministère du Budget, le ministère de l'Économie, mais aussi le ministère de la Justice, nous disent comment on va sécuriser les comptes publics pour que celui qui va remplacer ne fasse pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ce monsieur Zidane, mais il faut se poser la question. Comment, même s'il est trésorier payeur général, comment ils font
pour sortir l'argent du Trésor. Mais le coordonnateur du CRC a bien expliqué. C'est-à-dire qu'on construit des projets bidons. C'est des projets qui sont réels, hein? C'est des projets qui sont bien ficelés, souvent montés par des cabinets internationaux dont c'est le travail. Quand on vous le présente, prenons le cas de Bouya. Bouya a présenté au Trésor public un dossier pour goudronner 135 km de route. Et qui a révélé ça? Monsieur Ibovi, député du PCT. En fait, la route n'existe pas. Et au jour d'aujourd'hui, personne n'inquiète Bouya, mais Bouya doit être arrêté. Et regardez le débat à l'Assemblée. Lorsque le député pose la question, regardez comment Bouya le regarde en lui disant, mais toi, tu te fous de moi ou quoi? Je peux vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de Total. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour la maison des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas? Mais d'ici, oui. Je ne suis pas le seul. On peut se mettre dans la tête de Jean-Jacques Bouya et imaginer à quoi il pensait quand le député parlait. Regardez les 40 milliards de ce Sénégalais pour récupérer les actifs de la SNE, il faut le dire comme ça, oui. Voilà, de la SNE. Et le même Ibovi nous apprend que c'est sur une banque congolaise que le mec a pris 40 milliards. Quand il descend à Maya, il a zéro dans sa poche. Monsieur le Président, cette société qu'on parle de la société nationale, c'est une filiale de la Société nationale d'élection du Sénégal. Que notre ministre signe avec une filiale. Et que nous venons aujourd'hui, ça a une question d'actualité, Monsieur le Président. Honorable Ibovi, on a compris, honorable Ibovi. Le monsieur qui a acheté, il a pris 40 milliards à la BSK ici, au Congo même, il n'a rien apporté. C'est connu. D'accord. Parlons-en. C'est question de souveraineté. Quel est le Congolais qui pourra payer le mégawatt à 140, de passer de 40 à 138? Alors, Didier Boudivolo, vous posiez la question tout à l'heure, comment se fait-il qu'un mandat d'arrêt soit délivré justement après qu'il soit débarqué de ses fonctions, et probablement qu'il ait déjà quitté aussi le territoire, alors qu'il est resté là de 2020 à 2020, donc 5 ans, et il y avait déjà des soupçons de détournement. De toute façon, ils ne sont cachés pas, parce que c'est un monsieur, on apprend d'ailleurs, qu'il a des centaines de villas à Brazzaville et à l'étranger, et tout le monde le savait. Comment un fonctionnaire de l'État, en plus, pouvait avoir tous ces biens? Et ça n'a pas interpellé toutes les institutions, puisque nous avons aussi le Conseil économique au Congo, il y a des inspecteurs de finances, et c'est la question que vous posiez tout à l'heure, comment il a fait pour sortir tout cet argent seul, sans que les autres ne se rendent compte? Il y a anguille sous roche. Monsieur Yoka, Monsieur Ngatse doivent expliquer aux populations. Monsieur Perrin, c'est le minimum de respect. Le minimum de respect du pouvoir vis-à-vis de ses citoyens. Voilà, les relations entre l'État et les citoyens, le pouvoir et les citoyens. Le minimum de respect veut que les ministres concernés viennent expliquer aux populations par quel mécanisme une personne sort l'argent du trésor. Il faut qu'il y ait de la pédagogie. Qu'est-ce qu'un trésor public? Et comment l'argent arrive au trésor et comment l'argent sort du trésor, par quel mécanisme? Et je ne peux pas croire qu'une seule personne puisse détenir la signature pour que l'argent sorte. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour sécuriser les finances publiques? Je vous donne des exemples. Barack Obama, de père kényan, étudiant aux États-Unis, de mère américaine, président américain pendant 8 ans. Il a sorti combien du trésor américain pour donner au Kenya? Et il allait commencer comment? Au moment où Obama est président, la sœur de son père, sa tante, est sans papier aux États-Unis. Oui, ben, tout à l'heure, vous avez posé une question très intéressante. Il faut qu'on y reste un instant. Vous disiez qu'un seul ou une seule personne, un seul fonctionnaire ne peut pas disposer de toutes les signatures pour sortir autant d'argent. C'est pas possible. Tout le monde sait que ce n'est pas possible. Il y a des contre-signatures, etc. Évidemment, même le président de la République seul ne peut pas signer un document pour que l'argent sorte du trésor. Évidemment. Il faut et donc, un groupe de gens. Dans cette affaire, il y a un certain Paul Mallier,
directeur de cabinet de l'actuel ministre des Finances, Christian Yoka, qui aurait été aussi cité, il a même été suspendu de ses fonctions pour avoir bénéficié d'une aide, disent-ils, de 200 millions de francs CFA. Une aide de 200 millions de francs CFA de ce criminel recherché Armel Lassiver Dongou. 200 millions de francs CFA. Alors, mais aussi curieux que paraissent les choses, c'est que l'ancienne DGA, c'est Madame Stéphanie Gertrude Moya, une autre accusée, et son nom figure d'ailleurs la réquisition émise par le vice-procureur de la République, qui l'interdit d'ailleurs de quitter le territoire, et elle a été arrêtée, c'est ce que nous avons appris. Curieusement, elle a été relâchée, je crois que c'est hier ou avant-hier, soir, à 17h, sur intervention du Premier ministre Anatole Colidé Makosso. Et on apprend finalement que la Gertrude en question est la mère de l'épouse du chef de protocole du Premier ministre Anatole Colidé Makosso. Vous voyez la boucle? Et tout à l'heure, on le disait, une seule personne ne peut pas disposer de toutes les signatures. Ça veut dire que c'est un système. Il y a des tentacules, en fait. Et pourquoi on a relâché la dame? Parce que moi, je me posais la question, et c'est une préoccupation. Peut-être que vous nous direz ce que vous pensez. Est-ce que ce n'est pas pour brouiller les pistes, empêcher qu'elle révèle, qu'elle dise tout sur l'affaire, qu'elle commence à citer tout le monde, qu'on la soustrait finalement des mains de la justice? Et c'est fait par Anatole Colidé Makosso. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, le fait d'avoir relâché cette femme qui est recherchée, citée, dans la réquisition? Alors, vice-procureur. Lorsqu'il y a un mandat d'arrêt international, ça suppose que Interpol est saisi. Donc, on a un bureau d'Interpol au Congo. Et surtout dans ce genre d'affaires, je crois que c'est la centrale d'intelligence et de la documentation qui est sur le dossier. Même sur instruction du Premier ministre, ces services de police ne peuvent pas relâcher une prévenue. De toute façon, par cet acte, on prouve que le Congo n'est pas un pays où on respecte la justice et que le gouvernement est au-dessus de la justice. Mais pourquoi elle a été relâchée? On y note aussi la complicité, évidemment, du crime de Anatole Colidé Makosso. Mais pourquoi elle a été relâchée? Pour peut-être plusieurs raisons. Déjà, le fait de dire qu'il y a des liens de parenté avec le Premier ministre, peu importe que ce soit le lien de sang ou le lien d'alliance, c'est-à-dire par les biais de mariage, des croisements et autres. Mais dans tous les cas, voilà, le Premier ministre ne peut pas supporter que une personne considérée comme membre de sa famille soit arrêtée, peu importe le motif. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, on peut aussi la soustraire de la détention provisoire ou de la garde à vue, selon le régime qui était appliqué, juste pour que elle ne puisse pas divulguer certains secrets qui pourraient servir aux agents de la centrale d'intelligence et de la documentation, qui pourraient les utiliser. Parce que je peux vous assurer que lorsqu'il y a des détournements de fonds publics, c'est un réseau. Ça ne peut pas être 3 personnes, c'est pas possible. Le réseau est tellement tentaculaire que, voilà, la soustraire, c'est protéger le réseau. Mais en même temps, on peut se poser la question, qui rédige les actes comment on appelle ça, de recherche, les mandats d'arrêt, qui les rédige? Et ceux qui les rédigent, ce sont les mêmes qui dirigent les ministères de la Justice. Et comment on a laissé rédiger ces documents sans que le Premier ministre ne soit au courant pour qu'il intervienne derrière pour dire libérer la personne? En fait, c'est une poubelle, ce pays-là. Ce pays est devenu une poubelle telle que c'est difficile, avec les codes de gestion d'un État normal, de comprendre ce qui se passe au Congo. Sincèrement, de comprendre ce qui se passe au Congo. Ce qui fait que c'est dans l'intérêt des Congolais de vite réagir et de chasser ce pouvoir, de chasser cette pagaille, parce que c'en est trop. Et à côté, qu'est-ce que vous avez? Des gens qui souffrent. Vous imaginez que le Congo a fabriqué environ 133 000 milliards de francs CFA, et regardez le visage du Congo. Le Congo donne un visage triste, mais à chaque fois, vous avez des gens qui jouissent des milliards, mais vraiment des milliards du Congo. Je vous donne des exemples simples.
nos ministres portent des costumes, les moins chers coûtent 7-8 000 euros. Et avec le président et ses enfants, Christelle, les costumes vont jusqu'à 12 000 euros. Pièce. Oui, mais là encore, nous parlons des costumes. Il y a des voitures qu'ils changent tout le temps, des villas qu'ils construisent un peu partout. Voilà. Donc, dans un pays où on fabrique l'argent, on laisse les gens qui sont au pouvoir gaspiller l'argent alors que la population souffre. Qu'est-ce que la population doit faire? Eh bien, reprendre les choses en main, aller vers la révolution et puis remettre les choses d'équerre. Et ça, il n'y a aucun parti politique capable de le faire. C'est ce que le CRC vous dit. Il y a une seule personne qui peut le faire. C'est le peuple congolais. En dehors du peuple congolais, personne ne le fera. On vous a berné. On nous a berné en nous faisant croire que les Mboshi vivent bien, les Mboshi sont bien, les Mboshi ceci, les Mboshi cela. Mais regardez sur la toile le nombre de Mboshi qui viennent critiquer le pouvoir. C'est inédit dans l'histoire du Congo. C'est vraiment inédit. Le nombre de Mboshi qui prennent la parole en disant « mais il y a cette compatriote que j'admire beaucoup, qui doit vivre en Afrique du Sud, qui explique comment elle se soigne en Afrique du Sud gratuitement avec sa carte, chose qu'elle ne peut pas faire chez elle au Congo-Brazzaville. Et elle vous dit très clairement, mais quel pouvoir on va applaudir? Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez remarquer que les Sud-Africains vieillissent. C'est très rare de voir un enfant sud-africain mourir. C'est très rare de voir des jeunes mourir en Afrique du Sud. Il y a deux choses qui tuent les Sud-Africains. L'insécurité et, comment est-ce qu'on appelle, les accidents. C'est ça qui tue maintenant les Sud-Africains. Mais les Sud-Africains ne meurent plus des maladies comme nous mourons tous les jours ici. Va voir comment la population des Émirats Arabes Unis vivent. Allez voir. Ils n'ont que le pétrole. Mais imagine, nous au Congo, nous avons combien de ressources naturelles? Nous avons combien? Nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons l'or, nous avons le cuivre, nous avons le coltan, nous avons beaucoup de richesses. Regardez comment nous mourons. Les Congolais ne meurent pas parce que Dieu veut que nous puissions mourir. C'est la pauvreté qui nous tue. Et avec ça, il y a des gens qui sont encore naïfs, qui partent sur les panels des enfants, je ne sais pas de qui, aller dire « Merci, hein, merci pour le... » Des voleurs comme ça. Au fait, ils ne font rien, au fait. Ils prennent seulement l'argent qui vous revient de droit, ils viennent vous donner. Mais ils viennent vous donner ça en miettes. Et vous êtes là à les applaudir. Banambon, bananini. Ils ont quoi? Parmi ces enfants-là, parmi ces femmes-là, qui sont sans dignité. Il y a qui a ouvert une entreprise ici, tout le monde a comme un milliardaire grâce il y a agriculture, grâce il y a élevage, ou bien a créé moi jument que ça les succès dans l'Afrique et comme c'est milliardaire, il n'y a personne. Tout ce qu'ils dépensent là, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent qui nous revient de droit. Et vous êtes là, vous les applaudissez. Vous êtes maudits, je vous dis, vous êtes maudits. Mais évidemment, tout à l'heure, vous disiez, on accuserait certains compatriotes de la partie septentrionale, mais ici, on a des exemples. Lorsqu'on parle de Madame Moya, elle n'est pas de la partie septentrionale. Anatole Koliné-Makosso, qui vient d'enfreindre à la loi pour soutirer, évidemment, une pièce maîtresse au niveau de la justice, n'est pas de la partie septentrionale. On comprend très bien qu'il y a d'autres ethnies qui gravitent autour de ce pouvoir mafieux. Mais moi, je reviens un peu sur cette attitude du Premier ministre, parce que généralement, lorsqu'on lui pose des questions sur les chaînes, j'allais dire, internationales, sur les détournements de fonds au Congo-Brazzaville, sa réaction ou sa réponse a souvent été de dire qu'il n'y a jamais eu de poursuites judiciaires au Congo-Brazzaville. Donc, les Congolais ne leur reprochent à rien. Ce qui est curieux, aujourd'hui, qu'il y a un mandat d'arrêt, qu'il y a une réquisition, on arrête sa belle-mère, entre guillemets, c'est lui le premier qui va extirper cette belle-mère de la justice. Et ça s'appelle une complicité de crime, et c'est passible de poursuite au pénal. Pareil pour leur chef, moi je l'appelle comme ça, chef de gang, Denis Sassou Nguesso, qui lui sait que tout le monde, il connaît tous les voleurs. C'est lui-même qui le dit.
Naye Bibino, en fait, il le dit en lingala, il connaît tous les voleurs. N'eût été ma responsabilité. Je pouvais citer, toi tu as volé là, toi tu as fait ci, toi tu as... En fait, il connaît tous les voleurs, mais il ne les traduit pas en justice. Un autre exemple, tout le monde a suivi, c'était le 28 novembre dernier, où il parlait de 6 milliards de francs CFA qui étaient volés sur la ligne de la bourse des étudiants pendant des années. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Aujourd'hui, force est de constater que personne n'a été interpellé. Donc, Sassou Nguesso connaît ses voleurs. En fait, c'est un système qui fonctionne comme ça. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire, s'il arrête la corruption, le vol, les détournements, son système tombe, apparemment. Mais le système Sassou est construit sur le pillage des finances publiques, la corruption, les nominations sur la base de la parentocratie et non pas de la méritocratie. Mais vous savez, je vais rappeler une chose aux Congolais. Quand vous écoutez Sassou parler, quand Sassou parle des années 1970, il se donne une place qui est complètement fausse. Et avec le recul, et que quand vous mettez bout à bout les faits, je dis bien les faits, Sassou lui-même vous dit son premier appartement en France, à Paris, il l'achète dans les années 70 lorsqu'il était soldat, lorsqu'il était militaire dans l'armée congolaise. En fait, quand nous on écoute cette phrase-là, on ne va pas plus loin dans la réflexion. Mais dans la réflexion, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Sassou Nguesso, je crois, il doit être à l'époque chef des GAP, hein, on le nomme à la tête de GAP, mais le président, c'est Marien Ngouabi. Le chef d'état-major, ce n'est pas lui. Il n'est que le chef du bataillon des GAP. Donc déjà à cette époque, alors que Ngouabi est président, alors que les Yombi sont les chefs d'état-major et autres, les Diawara, lui, il a déjà commencé à piller l'argent de l'armée pour s'acheter un appartement à Paris. Nous sommes dans les années 70. Et c'est lui-même qui le dit. Il dit au juge français que c'est un appartement qu'il a acquis dans les années 70, il est dans l'armée. Mais ce n'est qu'en 1974 que Ngouabi le nomme ministre délégué à la Défense. Or, l'appartement, il l'achète déjà, Ngouabi est président. Donc, vous imaginez que quand monsieur va vouloir prendre le pouvoir, mais c'était déjà avec l'idée d'une vie sulfureuse. Et, en fait, il avait déjà appris à mentir et voilà, à voler, s'il faut le dire comme ça, parce que... Monsieur Perrin, vous prenez Youlou, Massamba Deba, Ngouabi, Yombi, 4 présidents avant lui, et puis Lissouba, un président après lui. Aucun n'a des biens mal acquis à l'étranger, peu importe le pays, même pas à Kinshasa, même pas au Gabon. Il est le seul président de tous les présidents que nous avons eus. Il y en a eu 3 avant lui, 4 avant lui, 1 après lui, mais imaginez-vous qu'il est le seul à avoir pillé les finances pour avoir les biens mal acquis. Massamba Deba a fait quoi? Massamba Deba a fait de 63 à 68. Pourquoi il n'a pas eu ce comportement? Ngouabi est resté 8 ans au pouvoir. Ngouabi est 8 ans au pouvoir, président de la République. Il n'achète aucun appartement en France. Et lui qui est soldat ou ministre délégué... Il a déjà un appartement là. Il a déjà un appartement à Paris. Mais vous imaginez à qui vous avez affaire? Il y a véritablement un problème. Et en 1997, regardez la presse internationale. Qu'est-ce que la presse internationale nous enseigne? Que lorsque il copine avec les entreprises pétrolières françaises pour revenir au pouvoir, il a déjà avec lui des conseillers européens pour mettre en place un système de pillage des finances en créant des comptes offshore. C'est-à-dire, en 1997, pendant qu'il fait son coup d'État, il a déjà des comptes offshore prêts à recevoir l'argent congolais qu'il va commencer encore à voler. Et écoutez Pierre Ngolo.
Pierre Ngolo dit pourquoi on ne peut pas quitter le pouvoir. Mais parce qu'on va galérer. Il a dit on n'ira pas aux élections si on ne maîtrise pas le sujet. Parce qu'on a perdu le pouvoir, on a connu la galère. Mais quel est le lien entre perdre le pouvoir et connaître la galère? C'est pas possible. Ça veut dire qu'ils ne peuvent vivre qu'au pouvoir, c'est-à-dire... pour financer leur niveau de vie, ils doivent rester au pouvoir. Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Et donc, si vous voulez financer le bien-être des Congolais, il faut donc les chasser du pouvoir. Parce que soit vous les chassez du pouvoir, vous avez l'argent pour financer le bien-être des Congolais, soit vous les laissez au pouvoir, ils vont vivre de façon débile complètement, et donc c'est les Congolais qui doivent trimer. Il y a un choix à faire. Mais évidemment, on se rend bien compte que c'est un système qui fonctionne comme ça, un système mafieux qui a été installé. La vérité, c'est ça, c'est que de plus en plus, il y a des scandales financiers comme ça, corruption, vol, détournement, qu'on est en train de révéler tous les jours, mais il n'y a jamais eu de poursuite dans ce sens. Tout à l'heure, on rappelait les 6 milliards qui étaient volés, ou qui, je ne sais pas s'ils ont arrêté, qui étaient en train d'être volés sur voilà, la ligne de la bourse, ou des bourses des étudiants. On a parlé de FIGA, elle est toujours là, jamais inquiétée, on a fait exprès, voilà, d'en parler au Parlement. Depuis là, on n'en parle plus, on a volé 9 milliards à la CNCS, jusqu'aujourd'hui personne n'est interpellé, 14 000 milliards ont disparu comme ça, c'est quand même 25 milliards de dollars américains du Fonds de Génération Future, personne n'est interpellé, on a volé 160 milliards de francs CFA au ministère de la Santé, et allez-y voir les hôpitaux, ce qu'ils sont devenus, avec des arriérés de salaire impayés. C'est un cahier où on parle de 68 mois d'arriérés de salaire impayés. On vole tous les jours 6 milliards, 9 milliards par-ci, 100 milliards, 140 milliards, 500 milliards. Et curieusement, ils ont le toupet de venir devant le Sénat pour dire que les caisses sont vides. Et ça, c'est Anatole Collinet qui l'avait déclaré devant le Sénat, que les caisses sont vides, avec ses mots à lui, bien entendu. Oui, les retards dans le paiement de divers traitements ont commencé à se faire sentir à partir du second trimestre de cette année. Ces retards concernent en effet les pensions des retraités, les salaires des agents de l'État, des collectivités locales, des émoluments des parlementaires, les bourses des étudiants et les indemnités des sinistrés du 4 mars 2012. À cela, il faut ajouter certains autres sinistres qui attendent d'être gérés. Et bien entendu, il faut ajouter les émoluments des membres du gouvernement, de leurs collaborateurs et des collaborateurs de la présidence de la République. Pour qu'on n'ait pas à penser que la situation ne concerne qu'une catégorie de personnes, ou particulièrement les parlementaires ou les autres catégories sociales. Non. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Aujourd'hui, on apprend qu'il est dans ce système qui détourne tout l'argent du Congo. C'est le cas de le dire parce que sinon, pourquoi il a extirpé cette dame? C'est parce qu'il a peur que la vérité, évidemment, soit sue des Congolais. Parce qu'on nous dit, évidemment, y a un post qui circule sur Internet où on dit que tous les directeurs généraux de la fonction publique, tous les directeurs ou presque, se sont servis là-bas. Et je comprends pourquoi, très vite, Anatole Collinet Makosso a craint que la vérité jaillisse. Voilà pourquoi il a enfreint carrément à la liberté ou à la justice. Mais, M. Perrin, si vous prenez tous ces directeurs, tous ces ministres et autres, regardez ce que dit la loi par rapport à leur rémunération et le niveau de vie qu'ils ont au quotidien. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est un compatriote de la RDC qui disait, si vous commencez à appeler un voleur excellence, c'est qu'on a un problème dans le pays. Si vous commencez à appeler timonier quelqu'un qui amène le navire à l'enfer, c'est que dans ce pays-là, il y a un souci.
Si vous commencez à appeler demi-dieu quelqu'un qui joue avec les finances publiques, on a réellement un vrai problème. Si déjà le ministre des Travaux publics, vous avez parlé des hôpitaux, vous imaginez que, prenez l'exemple des hôpitaux. On fait un projet en 2014, si je ne me trompe pas, 2014, pour construire 12 hôpitaux, 600 à 700 milliards de francs 700 milliards de francs CFA, et le chantier doit durer 4 ans. Donc, 2014-2018. Et là, nous sommes en 2025, en avril 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Donc, c'est 8 ans après que le président vient vous parler des hôpitaux et il se rend compte que c'est dans la brousse et que c'est réalisé seulement à 70%. Bon, en fait, comment expliquer ça dans la gestion de l'État? Gouverner, c'est prévoir. Mais le monsieur, quand on dit projet des hôpitaux, on peut multiplier les projets comme ça. C'est ce que explique le coordonnateur du CRC, que les projets sont vrais, c'est fait. Mais quand on dit le projet, c'est que le président l'a validé en Conseil des ministres, mais ça a été validé par le Premier ministre en Conseil de cabinet, ça a été validé par le ministre avec ses équipes. Donc, c'est pour cela que je vous dis, lorsque on dit qu'il y a des ministres, des directeurs, des agents du Trésor qui volent, c'est qu'au plus haut sommet de l'État, le système a été pensé et le système est protégé. Si le système n'est pas pensé au plus haut sommet de l'État et le système n'est pas protégé par le plus haut sommet de l'État, et c'est là la naïveté de certains Congolais. Je n'ai pas envie de citer des noms qui disent « Papa Sassou, on ne te dit pas tout, on ne vous dit pas… » Mais qui va lui dire tout? Puisque c'est lui le primo inter pares. En fait. C'est lui le chef de gang. C'est lui le gang de requins, c'est lui le grand requin blanc. C'est lui qui a la manœuvre. C'est ce qui fait d'ailleurs, pardon, Didier Mouenivolo, lorsque vous le dites, tout à l'heure, vous avez rappelé les projets sur la construction des 12 hôpitaux généraux. Il a reconnu que ça se retrouvait dans la brousse, voilà. Et ce qui paraissait curieux, c'est qu'il s'est mis à justifier lui-même pourquoi ces hôpitaux se retrouvaient dans la brousse et que ce n'était pas abandonné, on devrait s'en occuper, on va commencer à terminer deux par deux, et puis ça veut dire qu'il faudra un autre budget supplémentaire. Or, le bon sens voudrait que les 700 milliards qui avaient été dépensés, que chacun vienne rendre compte, que ces opérateurs qui avaient pris l'argent viennent rendre compte comment ils n'ont pas fini les travaux. Mais c'est lui-même qui justifie, c'est la preuve que c'est lui-même le chef de gang, le chef mafieux, qui est conscient que l'argent a été volé. Ça ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez du projet Eau pour tous. C'était pareil. Je pose une question aux Congolais. Sincèrement, soyons sérieux et soyons méthodiques. Qui a vu une seule photo des 12 hôpitaux? Qui a vu la photo? Que les Congolais qui sont dans des lieux où on vous dit que ces hôpitaux-là existent, qu'ils prennent les photos, qu'ils les publient sur les réseaux sociaux et on regardera. Il dit qu'il est à Madingu et en partant, je ne sais où, il a vu que l'hôpital est dans la brousse. Quand vous êtes à Madingu, dans quel sens vous allez pour retrouver cet hôpital-là dans la brousse? Il vous a donné le nom de la rue? Sassou vous a donné le nom de l'avenue? Mais de qui il se moque? Prenez un autre exemple, M. Perrin, le marché de Wenze. Je tombe sur un document de Vox ou je ne sais plus quelle chaîne au Congo. Le marché de Wenze, maître d'œuvre ou d'ouvrage Jean-Jacques Bouya, il a déjà coûté 4 milliards de francs CFA, 4 milliards, et à l'Assemblée nationale, Bouya demande des rallonges budgétaires et allez voir ce qu'il a fait avec 4 milliards. Allez voir le marché de Wenze. Mais ça nous a pris 4 milliards. Donc, vous imaginez, il n'explique pas quelle est l'entreprise qui a été choisie, sur quelle base ces entreprises-là ont été. On ne connaît même pas les entreprises qui font les travaux de ces chantiers-là. C'est quand même des chantiers colossaux pour le bien-être des populations. Le marché, ce n'est pas rien pour ces populations de Wenze. Et ça fait des années, et il vient à l'Assemblée, Bouya dit, oui, mais 4 milliards, ça n'a pas suffi. Ah bon? 4 milliards pour... C'est des poteaux de béton avec une dalle au-dessus, et ça nous a coûté vraiment 4 milliards.
Et que fait la commission de vérification des travaux publics? En fait, quand vous réalisez les travaux publics, il y a toute une équipe autour. Et à chaque étape, vous avez des contrôleurs qui viennent pour voir si déjà, même si l'ouvrage a été réalisé, je vous donne un exemple, hein, il y a le maire de Pékin, je crois, qui a été arrêté parce que la gare a été construite, la gare de Pékin, qui devait être la plus grande gare ferroviaire d'Asie, la gare a été construite, elle a été terminée, sauf que il avait dévalué les travaux. En quel sens? Là où il faut mettre les barres de fer de 20 ou de 30, il a mis les barres de fer de 15. Là où il faut couler 5 cm de béton, il a fait couler 3 cm de béton. Donc, on peut vous réaliser votre hôpital, mais en réalité, la construction n'est pas celle que vous avez demandée. Donc, il y a des contrôleurs des travaux, des contrôleurs des chantiers pour cela. Oui. Alors, et quand on revient sur cette affaire de Zidane, évidemment, tout à l'heure on le disait, comment on peut voler autant de milliards alors qu'il y a des contrôleurs financiers, et je rappelais que nous avons aussi un conseil économique, et vous avez même dit qu'une seule personne ne peut pas détenir toutes ces signatures. Et c'est, je crois, Clément Mirassa qui a coutume de rappeler dans ses tribunes que finalement ce régime a opté faire souffrir les Congolais, voilà, les plonger dans la misère, dans la souffrance et protéger les criminels. Et là, c'est une illustration, c'est un cas d'illustration pour montrer comment ils sont en train de voler tout l'argent. Et maintenant, je crois que les Congolais ont compris. Parce que longtemps, nous en avons parlé ici, on a démontré que le Congo ne pouvait pas manquer l'argent. Ce n'est pas possible. Le Congo n'a que trop d'argent. C'est un pays beaucoup trop riche qui ne peut pas manquer de l'argent. Et comme disait d'ailleurs, c'est Kinyumbi Kambungu qui avait su recadrer les choses, qui disait non, le Congo n'est pas un pays pauvre, très endetté, mais un pays riche qu'on a appauvri. Voilà comment lui, il recadrait les choses pour dire c'est un pays riche qu'on a appauvri. Évidemment, ceux qui ont appauvri ce pays, c'est bien Denis Sassou Nguesso et ses hommes. Je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, chacun peut réfléchir autour. Je vais vous proposer un extrait d'une vidéo, une Congolaise qui a poussé un coup de gueule dès qu'elle a appris encore, évidemment, ses détournements par un certain Dongou. Voici ce qu'elle dit et on revient sur le plateau. Je suis sidérée aujourd'hui de savoir que notre pays baigne tellement dans des scandales financiers et que la tête, ceux qui dirigent aujourd'hui, reste dans un silence alors qu'il ne dit mot. L'on dit que qui ne dit mot consent. Est-ce pour eux une façon de nous dire qu'ils consentent à ce désarroi dans lequel se vit le pays? Nous traversons une période très difficile. On nous parle de la crise économique. Le panier de la ménagère aujourd'hui est aux abois. Le peuple congolais peine à revenir de deux bouts du mois. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont citées alors dans des scandales financiers mais qui ne sont pas inquiétées. Dites-moi, un pays qui est aussi à terre, qui est en train d'agoniser, parce qu'il y a un sage qui a dit que lorsque quelqu'un est à terre, on ne peut plus tirer dessus. Mais le pays est à terre. Les gens continuent de détruire ce pays, de tirer dessus sur ce pays. Parce que comment rester silencieux quand on parle de tant de milliards? Parce que lorsque des gens sont cités dans de tels scandales et qu'ils ne sont pas inquiets, et lorsque il y a des arrestations qui à la fin finissent où on libère les présumés, il y a de quoi s'inquiéter. Le pays est à terre. Et il est temps que la femme se relève, que la femme reprenne son côté de pilier de l'éducatrice. La femme doit se lever. La femme est la première conseillère de son mari. Elle doit se lever pour conseiller tous ces détourneurs de fonds. Malheureusement, même lorsqu'on parle de la femme éducatrice dans ce scandale financier aujourd'hui, il y a des femmes qui sont citées. C'est pourquoi je disais à quelqu'un que le mal du Congo est tellement profond qu'il faut interpeller l'implication de tous. Il faut une forte campagne de sensibilisation pour ramener tout un chacun de nous à aimer ce pays. Parce que j'ai l'impression que le Congolais a perdu l'amour de ce pays. Il est important
maintenant que chacun porte son identité de Congolais, que chacun reprenne l'amour de ce pays afin de sauver ce pays. Alors, Didier Bouni-Volo, évidemment, le pays est agonissant. Dans le même temps, il baigne dans les scandales de vol, de détournement de fonds publics. Personne ne siffle pour dire stop. Et les populations continuent à souffrir, plongées dans la misère, dans la souffrance, le coût de la vie, tout le monde sait, le panier de la ménagère, comme elle vient de le rappeler, en souffre terriblement. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, curieusement, c'est dans ce même contexte, avec ces mêmes pratiques, que les mêmes Congolais courent derrière ces voleurs pour les vénérer. Ils appellent souvent des grands prêtres, demi-dieux. Et quand on a nommé quelqu'un, dernièrement on venait de nommer, je crois, un nouveau trésorier payeur, on a vu les images, comment c'était la fête. Et au niveau de la famille, au niveau des agents, comme pour dire, maintenant c'est notre tour à nous de voler. Voilà dans quel pays on se trouve. En fait, tout le monde est complice finalement. Tout le monde est coupable, comme disait quelqu'un. Mais vous savez, dans notre pays, on est en train de changer les mentalités. C'est-à-dire que la mentalité du Congolais, de certains Congolais, pas tous, hein, la preuve, au niveau du CRC, vous avez des invités qui arrivent, qui condamnent ça. Au niveau des réseaux sociaux, on voit des Congolais qui condamnent ça. Mais ce qui est dangereux dans notre pays, c'est que dès lors qu'on nomme quelqu'un, et donc évidemment, c'est la fête alors que c'est un agent de l'État. D'où au niveau du CRC, nous faisons cet effort de pédagogie. Mais de toute façon, avec ce système, ne vous attendez à rien. La seule issue possible aujourd'hui, c'est de chasser ce système et remettre sur pied les choses. C'est ce sur quoi le CRC travaille aujourd'hui. Rien qu'en échangeant avec vous, on voit bien les bribes des solutions. Quand je pose la question de mais comment deux, trois personnes, une seule personne ou deux, trois personnes peuvent sortir l'argent du trésor? Ça suppose que demain, les équipes qui viennent, il faut qu'ils sachent qui peut détenir la signature, pourquoi. Mais le plus important, M. Perrin, si on veut régler les problèmes de détournement, je l'ai déjà dit sur votre chaîne, il y a un exercice très simple à faire. Et c'est ce que les pays scandinaves font et c'est ce que les pays asiatiques font. C'est-à-dire la suppression de l'usage de l'argent physique, des espèces. Je vous le dis, M. Perrin, et je vous le répète, pour toute dépense de l'État, on retient 3 moyens de paiement. La carte bancaire, le chèque ou le virement bancaire. Parce que dès lors que vous mettez ça en place et vous mettez des systèmes de comment on appelle ça, de non-conflit d'intérêts, c'est-à-dire, si moi je suis le ministre du budget, le trésorier payeur général ne peut pas être quelqu'un que je connais, membre de la famille ou autre. Et que, au niveau des signatures, il faut double, triple contrôle. J'ai souvent donné cet exemple en parlant par exemple du CHU. Si le CHU a besoin d'ambulances ou encore des médicaments, le CHU le met dans son budget prévisionnel. Et ce budget validé par la direction du CHU est envoyé au ministère de la Santé. Une fois le ministère validé, est envoyé au ministère des Finances qui dit « OK, pour le CHU, on lui accorde 2 milliards de budget annuel. » Mais le directeur du CHU ne verra que dalle, aucun centime de cet argent. Ce sont les autorisations de dépenses. Ce qui fait que pour les ambulances, appel d'offres, le CHU retient le modèle d'ambulance validé par le ministère et le Trésor. Le CHU obtient ces ambulances et c'est le Trésor qui règle
les factures. C'est-à-dire que la société, lorsque le directeur du CHU signe comme quoi j'ai bien reçu le trésor, charge au contrôleur d'aller vérifier si on a bien reçu les ambulances. Et donc, on donne l'ordre de régler cette facture-là. Et donc, dans les délais de 3 mois. C'est dans le monde entier, ça fonctionne comme ça. Mais quand on dit le budget du CHU est de 2 milliards de francs CFA et on apporte des millions au fur et à mesure où on donne 2 milliards en espèces, où le directeur du CHU a l'accès au compte où il y a les 2 milliards, je vous mets au défi de trouver dans le monde entier les gens qui ne vont pas jouer avec cet oui, argent. Évidemment, sur ce même plateau, quelqu'un nous disait, c'est Béchard Tombé, que finalement, au Congo-Brazzaville, une fois que le budget est voté et que, bon, voilà, c'est reparti par ministère, c'est les ministres eux-mêmes qui vont chercher l'argent au trésor et qui les gardent chez eux à la maison. Mais c'est de ça que je vous parle, M. Perrin. M. Perrin, je viens de vous dire de supprimer l'usage des espèces. Et pour les citoyens, pour les agents de l'État, toute dépense de l'État, carte bleue, virement, chèque. Et pour les citoyens, même les citoyens, eh bien pour les citoyens, interdiction Didier Bouenivolo, ça 100 000 en espèces. Ça, c'est des procédures, voilà, pourquoi pas, à appliquer après Sassou Nguesso. Ça ne peut pas marcher sous Sassou Nguesso. D'abord, lui-même ne peut pas le permettre parce qu'il fonctionne dans le... Voilà. Monsieur Perrin, moi, président de la République, celui qui veut être ministre, qu'il sache qu'il ne verra jamais l'argent de son ministère. Mais il aura les autorisations de dépenses qui seront tracées. Voilà. Et s'il vient pour servir l'État, il va accepter. S'il refuse de servir l'État. Aujourd'hui, nous avons des systèmes bancaires interconnectés avec le monde entier. Donc, s'il faut faire des commandes partout, on le fera. Maintenant, si quelqu'un vient pour servir l'État, il vient servir l'État. Mais si quelqu'un veut s'enrichir, eh ben, ça ne sera pas avec le CRC. Non, mais c'est le cas de dire que le régime qui est là est venu pour soit s'enrichir, détruire le Congo. Ça, c'est la vérité, parce qu'on ne peut pas comprendre. On voit bien les vidéos qui circulent. C'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui prend l'argent, qui se met à jeter, à partager. Mais ce n'est pas possible. C'est Trouvez un deuxième président qui fait ça. Un chef d'État. Trouvez un deuxième président qui fait ça. Omar Bongo l'a fait. Mobutu Sese Kutuwendo Wazabanga, il l'a fait. Même Bokassa, l'empereur Bokassa n'a pas fait ça. Sassou est le seul président en Afrique et au monde. Il se promène, il a quelqu'un derrière, vous le voyez dans les vidéos, avec des sacs. Et à un moment donné, il arrive dans leur danse, il tend la main derrière et on lui donne une liasse, on peut compter 10 millions de francs CFA. Voilà. Et il se met à distribuer. Mais c'est pas possible. Et ça n'interpelle pas les institutions financières du pays. Normalement, c'est réprimable, en fait. Vous savez ce qui vient de se passer, M. Perrin? Le Nigeria, l'État du Nigeria, la justice nigériane vient d'interdire aux citoyens d'exhiber l'argent dans les fêtes. Vous voyez un peu les vidéos qui traînent sur les réseaux sociaux où les gens balancent l'argent lors des mariages. Il y a 3 humoristes ou 3 personnalités au Nigeria qui ont été interpellés pour ça. Et on leur a dit, ça, c'est fini. L'argent, on ne joue pas avec comme ça. On ne peut pas exhiber l'argent comme ça. Et d'ailleurs, ça fait monter la criminalité. Les enlèvements au Nigeria, c'est lié aussi au fait qu'on sait que les stars se promènent avec des millions dans leurs véhicules. Je vous donne l'exemple Balotelli en Italie, contrôle de police, contrôle inopiné de police. Il a un sac avec 200 000 euros. Les policiers lui ont dit, tu continues comme ça, tu prendras une balle un jour. Donc, il faut arrêter avec l'argent espèce. Comme ça, ça va déjà limiter l'accès facile à l'argent public. L'affaire Zidane prouve à suffisance que le régime, en fait, pille, vole, détourne tout l'argent du pétrole, du gaz, du bois. De toutes les richesses. De toutes les richesses. Et là, tout l'argent, même des régies financières, est capté et mis dans les poches. Dans le même temps, c'est le Congo qui va s'endetter tout le temps. Et c'est devenu un cycle infernal des endettements, disons, des dettes interminables. Et l'argent frais est capté, est volé, détourné,
pour être planqués dans les paradis fiscaux. Alors, on va terminer en proposant évidemment cet élément d'André Milongo, bien sûr, c'est pour comprendre comment expliquer qu'au moment où le Congo produit le pétrole, je rappelle, et je l'ai toujours dit, on ne le rappellera jamais assez, le Congo produit le pétrole, troisième producteur en Afrique subsaharienne, avec une capacité de 500 000 barils par jour. Nous sommes passés à 500 000 barils par jour. Vous pouvez calculer ce que ça fait. Le Congo produit le gaz, c'est 5 millions de mètres cubes par année. Calculé. Le Congo exporte le bois. Le Congo a une façade maritime, un port autonome, en eau profonde, sans compter les régies financières. Donc vous comprenez que pour une petite population de 6 millions d'habitants, on ne peut pas venir dire que le Congo n'a pas d'argent. Mais curieusement, le Congo ne fait que s'endetter. Depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, ce sont des dettes interminables. On va prendre des dettes, on fait des prêts, comme l'expliquait d'ailleurs Andeli lui-même qui disait... La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyam à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Mais où va l'argent du pétrole congolais? Au temps de Milongo, en ce temps-là, il était, je crois, le trésorier payeur, je crois. Oui, sous Massamba Deba, je crois. Il explique qu'il n'y avait pas l'exploitation pétrolière, il n'y avait pas l'exploitation du bois. Ils ont toujours refusé. Ils arrivaient à couvrir les charges. Ils ont toujours refusé d'exploiter le pétrole. Et d'ailleurs, il le dit dans ce bref discours qu'il n'y avait pas de dette extérieure, il n'y avait pas de dette intérieure. Et ils ont construit le stade de la Révolution. Le budget à cette époque était à 10 milliards, avec 10 milliards. Mais pour corroborer ce que dit Milongo, et en corrélation... On va d'abord le suivre, hein, on va d'abord le suivre pour l'intérêt de nos téléspectateurs, et on revient sur le plateau suivant. Pour faire le stade de la Révolution. Et nous n'avions pas de difficultés budgétaires. Les salaires étaient payés régulièrement. Nous n'avions pas de dettes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc avec un budget de 10 milliards. Maintenant, nous avons des budgets beaucoup plus importants. Pendant la période de boom pétrolier, on est arrivé, et je répète parce qu'il y a des gens qui ont contesté ça, les budgets ont atteint entre 400 et 500 milliards de francs. Voilà, alors Didier Mounivolo, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas voilà, l'exploitation du bois parce qu'il ne voulait pas exploiter pour, voilà, comme qui dirait, gouverner c'est prévoir, donc c'était pour les générations futures, il fallait préserver toutes ces ressources. Mais ils arrivaient à contenir toutes les autres charges. Mais parce que... Ils n'arrivent pas à faire avec le pétrole, le bois, la mer, les terres arables et tout. Nous oublions peut-être une chose, et ça vient de me revenir à l'esprit. Vous avez le cardinal de Mazarin qui disait que gouverner, c'est un sacerdoce et non pas une volupté. Et l'éthique de politique, l'éthique, la déontologie du fonctionnaire. Il faut savoir qu'à l'époque de Milongo, les gens étaient soucieux du bien-être des populations. Vous avez un pouvoir des prédateurs. Et d'ailleurs, c'est Kolela Bakana, paix à son âme, Kolela Père qui disait, c'est une république de chèvres. Et donc, ils se sont mis autour des finances de la République et ils sont en train de boucouter. Il a fait entrer dans le langage politique au Congo. Moi, je me souviens. Hein, le boucoutage. Et les Kunzu, Iti Osetumba, lorsqu'on lui dit, mais vous allez quitter le pouvoir, Milongo va arriver, qu'est-ce que vous pensez? Il dit, mais Milongo va souffrir. Parce que les Congolais se trompent. Ils nous chassent parce qu'ils pensent que le Congo a l'argent. Mais nous, on n'a pas fait que boire le lait. On a bu le lait et on a vendu on a mangé la vache. C'est le Kunzu qui le dit. Donc, les caisses sont vides. La première expression gouvernement Yanzala, c'est le Kunzu qui le dit à Milongo. Mais au final, Milongo a montré que sans l'argent du pétrole,
Écoutez bien, déjà pendant la transition, Elf et Total refusent à Milongo l'accès à l'argent du pétrole et Milongo, avec la fiscalité, avec les taxes douanières, payait un salaire sur 2. Et Milongo a tenu comme ça. Mais qu'est-ce que Milongo a fait? Il est allé chercher la première ressource d'un État, c'est-à-dire les ressources humaines. Milongo, moi je le connais puisque certains, c'était les grands de mon quartier. Milongo a récupéré les diplômés de l'ENAM. Si vous avez aujourd'hui beaucoup de diplômés de l'ENAM dans les sous-préfectures et dans les préfectures, c'est André Milongo qui le fait pendant la transition. Et il leur dit, vous êtes en mission commando. Vous me verrouillez les finances publiques, les taxes fiscales, les taxes sociales, les taxes douanières doivent terminer dans les différents trésors et on fera avec ça. Et on a vu, il a pu payer 1 mois sur 2. Et Lissouba, quand il arrive, il dit, mais on ne peut pas investir. On est tellement endetté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à payer 70% de la dette extérieure du Congo. Donc, quand Sassou arrive en 97, même s'il est arrivé par coup d'État, il arrive dans des conditions idéales. N'importe quel responsable politique reverrait de prendre le pouvoir dans la situation où Sassou a trouvé le Congo. Et surtout que Lissouba lui laisse un pain béni. Il négocie les accords pétroliers à 50-50. C'est pour ça qu'ils sont devenus tous fous avec cet argent. Mais comme Assamba Deba quitte le pouvoir, mais ces vieux-là dans les quartiers, ils nous racontaient. Le PCT prend le pouvoir en 68. Ils arrivent au trésor, ils ont des lingots d'or. Ils ont des pointes d'ivoire. Le trésor est archi bondé de richesses. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces richesses-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Et ce gouvernement aujourd'hui, qui est totalement essoufflé et qui ne rêve qu'à jouir des richesses du Congo, on ne peut pas continuer à les laisser comme ça. Et maintenant que tout est connu, tout est su, qu'est-ce qui reste? La révolution. Qu'est-ce qui nous reste encore? Et là, oui, après, il faudra tout de même poser la question à Sassou Nguesso où sont passés les lingots d'or. C'est lui qui est venu, voilà, tout piller apparemment. Il a tout pris pour lui. Bon, le temps nous presse déjà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Il nous reste quelques 2-3 minutes pour terminer. Et donc, on va terminer évidemment par ce volet aussi politique. C'est la conférence de presse donnée par Pascal Sati Mabiala. Il a voulu répondre à certains politiques pour dire que lui, il était de l'opposition républicaine, les autres sont de l'opposition radicale et qu'il ne partageait pas voilà, cette vision, cette façon de faire. Vous l'avez suivi, certainement suivi. Votre premier commentaire? On va pas tout décrypter, mais bon, quelques volets, bien sûr. Mais le premier commentaire en tant que Congolais, c'est déjà, j'ai eu pitié de son parti, mais même de lui-même. C'était tellement pathétique de le voir arriver, de s'asseoir et les premiers mots, c'est de dire, je ne viens pas parler des détournements d'argent, je ne viens pas parler de la misère des Congolais. Alors, qu'il ne parle pas des détournements d'argent, c'était pas normal déjà. Mais quand il dit, je ne viens pas parler de la misère des Congolais et je ne viens pas parler des poubelles qui traînent partout, du manque d'eau et d'électricité, alors là, il s'est fourvoyé totalement. C'est-à-dire que ce monsieur est sorti de la sphère publique, de la sphère politique. Ce n'est pas un homme politique. Monsieur Perrin, je suis désolé. Avec la rigueur intellectuelle et professionnelle qui me caractérise, tous les hommes politiques au monde, je ne dis pas au Congo, tous les hommes politiques au monde font la politique pour changer la vie des gens, pour améliorer les vies des gens. Si un homme politique vient et il pose comme préalable que je ne parle pas de la misère des populations, je ne parle pas des poubelles. Les poubelles, c'est quoi? J'ai expliqué aux amis qui habitent Ouesso et Bétou, qui me disent qu'ils sont souvent malades, j'ai dit, mais quand on brûle les poubelles, même si on les brûle à Brazzaville, dites-moi que, mais vous savez, les molécules traînent dans l'air. Et quand il pleut, la pluie dépose tout dans les cours d'eau, dans les puits. Donc, les médicaments, les restes des médicaments, les cartons qu'on jette partout. Mais lorsqu'il pleut, l'eau entraîne tout
dans les nappes phréatiques. Et surtout qu'il n'y a pas un tri des ordures au Congo, c'est-à-dire on jette tout lorsque dans les mêmes vous buvez l'eau de pluie, pas de vous êtes en train de consommer les molécules d'anti-inflammatoires, les molécules d'antibiotiques sans le savoir. Et c'est comme ça que les gens disent, je suis malade, je prends les antibiotiques. Mais parce que l'organisme a habitué avec... voilà. Mais c'est ça. Donc, je leur ai dit, l'homme politique, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui arrive en politique, c'est ça. C'est pour utiliser les richesses du pays et améliorer la vie des gens. Mais quand un homme politique vient, il vous dit, je m'en fiche que les Congolais souffrent, je m'en fiche qu'il y ait des poubelles, je m'en fiche qu'il n'y ait pas l'eau et l'électricité, ce n'est pas de ça que je veux vous parler, je veux vous parler de M. Mierassa. Mais une fois qu'il a parlé de M. Mierassa, les Congolais ont le ventre rempli. Une fois qu'il a parlé de M. Mierassa, les Congolais sont guéris. Pascal Satima Biala ne répond que aux opposants. Mais en tant que chef de l'opposition, son adversaire, c'est le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a bien dit ça d'ailleurs sur ce même plateau. Il a dit, bon, finalement, Pascal Satima Biala, c'est un opposant aux opposants du régime de Brazzaville. En fait, lui s'oppose aux opposants du pouvoir de Brazzaville. Et le pire, c'est que c'est un fiefé menteur. C'est un fiefé menteur. Lorsqu'il vous dit que Bernard Kouchner a été au gouvernement de Sarkozy, c'est vrai, mais une fois que Kouchner a été au gouvernement de Sarkozy, il a cessé de fréquenter les socialistes. Satima Biala ne verra pas une photo de Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, et qui passe ses week-ends au Parti socialiste. Il n'allait plus il a quitté le Parti socialiste. Et lorsqu'il cite Abdoulaye Wade, pareil, il est menteur. Lorsque Abdoulaye Wade entre dans le gouvernement d'Union nationale avec Abdou Diouf, il cesse d'être un opposant. Donc, si nous appliquons les exemples cités par Satima Biala, ça suppose qu'il faut arrêter le traitement des chefs de l'opposition qu'on lui donne. Parce que les exemples qu'il cite sont contre ce qu'il est en train de faire. Et puis, quant à dire que... mais regardez, vous savez, il est le patron de l'UPADS. Son modèle, c'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso. Et pas Pascal Lissouba. Prenez toutes les prises de parole de Satima Biala. Quand il a souvent parlé de Lissouba, il va parler pour 20% en bien, 80% en mal. Et quand il va parler de Sassou Nguesso, il va parler de 20% un peu mal, mais surtout 80% en bien. Sassou a toujours été son modèle. Écoutez, dans la Sangha, un tronçon de 2 heures, nos parents de la Sangha font ça en 1 semaine, voire 2, parce que les routes sont impraticables. Mais Satima Biala a le culot de dire aux Congolais, il faut applaudir Sassou. Il a réalisé le maillage territorial du Congo. Ah bon? Il a vu ça où? Pointe-Noire, qui est une ville côtière. Monsieur Perrin, je vous le dis, vérifiez dans le monde. Pointe-Noire est la ville côtière la plus pauvre et la plus sale au monde. Toutes les villes, le développement de tout pays, ce sont les villes côtières. Comment pouvez-vous croire que les gens vivent mieux à Oyo qu'à Pointe-Noire? Les gens vivent mieux peut-être même à Ouesso qu'à Pointe-Noire. Ce n'est pas possible. Alors que dans tous les pays du monde, que ce soit l'Europe, vous savez, il y a des pays qui ont mené des guerres juste pour avoir l'accès à la mer, juste avoir l'accès à la côte. Parce que le développement d'un pays, c'est souvent les pays côtiers. Les États-Unis sont puissants parce qu'ils sont économiques, mais parce qu'ils contrôlent le Pacifique et l'Atlantique. Ils sont bordés par le Pacifique et l'Atlantique. Regardez toutes les villes côtières du monde, c'est des villes très avancées. Mais on attend toujours. Alors semble-t-il que le tailleur de Coliné Makosso, qui devait coudre la belle robe... La belle robe de Pointe-Noire. Dont il devait revêtir Pointe-Noire de sa belle robe, ce tailleur est toujours dans le coma. Mais avec les hôpitaux qui n'existent pas, qui ne sont qu'à 70%, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, cette prise de parole de Satima Biala, c'est regrettable, mais ça montre que nous avions raison depuis longtemps, qu'il travaille avec le pouvoir et il ne s'en cache plus. Et de toute façon, s'il critique les poubelles, s'il critique le manque d'eau et d'électricité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va fâcher ses pourvoyeurs de fonds. Il va être viré comme Nyumbi Kiambungu. Et il a même dit tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, il a pour modèle Denis Sassou Nguesso, parce que même dans son discours, j'ai cru entendre que l'ordre républicain et démocratique n'ont jamais été interrompus. Donc pour Pascal Satima Biala, il a la démocratie au Congo-Brazzaville. La République fonctionne. Après la conférence nationale souveraine, et quoique de façade, la démocratie a résisté en dépit des violences, en particulier celles des années 90 et 2000.
Mais à aucun moment il n'est apparu clairement dans l'esprit des vainqueurs l'intention de remettre en cause l'ordre démocratique et républicain. Oui, oui, mais ça c'est... Mais vous savez, tous ces gens ont été fabriqués par la même matrice, l'école supérieure du parti. Voilà. Donc, c'est des camarades de l'école supérieure du parti. Et c'est ça le drame de notre pays, c'est-à-dire solder ce passif de l'école supérieure du parti et aller vers des véritables compétences pour gérer le Congo, que ce soit dans les partis politiques d'opposition, dans le parti au pouvoir, ou encore dans des organismes qui sont des organismes de la société civile, des organismes de recherche, des organismes comme des think tanks, comme des groupes de réflexion, les groupes de pression. Il faut un pays organisé et chacun a son rôle à jouer. Mais quand vous avez le chef de l'opposition qui s'oppose aux opposants et non pas au pouvoir en place, ben oui, nous avions ce roman L'étrange destin de Vangrin avec Gogolo Masekwe, le dieu de contraire. On est un peu dans ce jeu-là avec ce monsieur Pascal Tassimabiala. Merci Didier Bouini-Volo d'avoir été encore avec nous, surtout d'avoir consacré tout ce temps pour nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Ça a été un grand plaisir de vous avoir encore parmi nous. Je vous en prie, mesdames, messieurs. Merci à vous. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous connaissez les petits gestes. Cliquez sur le petit pouce en l'air, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce numéro de Droit de Savoir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.